Je voudrais vous remercier, Madame la Vice-présidente, et l'ensemble des personnes qui ont pris la parole, soit pour poser des questions, soit pour donner leur point de vue sur le mandat. Alors, je voudrais commencer par l'Union européenne qui s'interroge quels sont les obstacles majeurs et comment peuvent-elles être résolus. Pour les obstacles, on a d'abord le verrouillage de l'espace civique, le contrôle politique par le CNDD-FDD, les intimidations et la peur instaurées par le SNR et les Imbonerakure, la situation économique qui paralyse les différents secteurs de la société qui sont exacerbés également par la crise économique et climatique. Pour y résoudre, je pense que, d'une part, il faut résorber toutes les pénuries. À ce propos, je pense qu'un soutien actif de la communauté internationale pour, par exemple, lever ou aider dans la résorption de la crise du carburant pourrait aider énormément. Recadrer les actions du SNR et des Imbonerakure, renforcer les institutions républicaines comme la police. Ensuite, il faut initier un dialogue inclusif avec toutes les parties, ce qui donc permet d'avoir un consensus national par une position de force telle qu'on le constate actuellement. Il y a aussi la Belgique qui a demandé comment la communauté internationale peut-elle soutenir au mieux le Burundi dans la tenue d'élections transparentes et crédibles. Je voudrais remercier la Belgique pour cette question qui me permet de souligner qu'en 2025, bien avant que le regard ne soit tourné résolument sur les élections, nous avons tous que les violences au Burundi ont généralement été enclenchées autour des élections. Le contexte de ces derniers mois requiert une attention toute particulière compte tenu de la situation économique que j'ai développée dans mon rapport, qui est exacerbée, comme je l'ai dit, le carburant, l'eau, l'électricité, le sucre, la semaine passée déjà, qui est passé du simple au double dans son prix. L'Irlande, au nom des pays nordiques, demande comment la communauté internationale peut-elle également aider le Burundi à garantir des élections équitables et ouvertes à tous. Pour ce qui est de garantir les élections équitables et ouvertes évoquées, il est important que le gouvernement prône le dialogue et témoigne sa volonté politique en prévenant les violations avant, pendant et après les élections. C'est fondamentalement ce que j'avais dit pour la question posée par l'Union européenne. Alors, d'autres questions. Avant les élections prochaines, quelles mesures supplémentaires le rapporteur spécial peut-il recommander pour protéger la liberté d'expression et l'espace civique? Pour garantir l'espace civique et la liberté d'expression avant les élections, il est important de soutenir les professionnels des médias et des organisations de la société civile qui font un travail important de relais et d'observation des droits de l'homme. Il est important que l'État burundais mette sur pied des mesures de prévention des violations des droits de l'homme, telles que, on peut citer la réouverture du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Il y a une question. Le gouvernement refuse de m'accueillir pour une visite officielle ou même de dialoguer avec moi. Quelles mesures minimales pourrait-il prendre pour coopérer avec les mécanismes du Conseil dont il est maintenant membre? Je dirais que pour une coopération avec les mécanismes des droits de l'homme, le gouvernement burundais devrait inviter les procédures spéciales à visiter le Burundi, notamment celles qui traitent des questions actuelles, telles que la liberté d'association, la liberté de réunion. Il y a aussi une question qui me demande quels sont les moyens dont j'ai besoin pour assurer une meilleure exécution possible de mon mandat, compte tenu de l'obstruction du gouvernement burundais.
la réponse peut se retrouver au niveau des ressources. Il serait utile que mon mécanisme dispose d'une équipe plus étoffée, d'un budget qui me permette de me rapprocher des victimes et des violations des droits de l'homme. Il y a aussi une question qui concerne les réfugiés. Et je pense que 10 années après la crise de 2015, moins de la moitié des réfugiés sont retournés. Et je pense que les vertus du dialogue ici sont prônées, discuter avec les personnes qui sont hors du Burundi, avoir une concertation permanente, voir comment organiser leur retour et éviter, par exemple, les conflits fonciers qui peuvent donc être liés à ce retour-là. Sans cela, lorsqu'il y a, dans notre monitoring, on a constaté qu'il y a des réfugiés qui rentrent et qui repartent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours des défis relatifs au retour des réfugiés. Alors, il me reste à répondre un peu ou à réagir à des questions ou en tout cas à des observations faites par le Burundi. Je voudrais dire que moi, je respecte la position de principe de l'État burundais qui rejette mon mandat, mais je crois que le Burundi est membre du Conseil et à ce titre-là, il devrait au moins respecter les règles qui sont d'usage au niveau du Conseil. Il y a aussi, et principalement, je vais le dire, un déni de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les droits de l'homme au Burundi. Alors, je voudrais poser quelques questions. Pouvons-nous parler de l'impunité qui prévaut au Burundi et indiquer ici combien d'auteurs de violations massives des droits de l'homme ont été traduits en justice? Pouvons-nous évoquer le cas des Imbonerakure et des agents du SNR qui torturent, font disparaître, violent des femmes sans être inquiétés et dont les prouesses sont saluées au plus haut niveau de l'État? Pouvons-nous parler de la presse et des médias qui s'autocensurent, faute de quoi il y va de leur liberté, comme cela a été le cas pour Florian ou de Sandra Muhoza? Pouvons-nous expliquer comment en 10 ans, après la crise, moins de la moitié des réfugiés ne sont pas encore rentrés? Comment expliquer que des milliers de femmes et d'enfants soient séparés de leurs conjoints simplement sous le prétexte de la lutte contre le concubinage? Je reste donc dubitatif sur l'ensemble des questionnements et on a vu ici les intervenants. Moi, j'ai un mandat du Conseil et je m'en tiens à ce mandat. On m'a demandé de faire un rapport, je viens et je rends compte de ce que j'ai constaté et je ne fais pas plus, je m'en tiens au contenu. Et je suis allé au Rwanda parce qu'il y a des Burundais au Rwanda, pas autre chose. Lorsque nous avons aussi reçu les allégations, nous avons posé la question à l'État tanzanien. Nous remercions toujours qui a répondu, contrairement à l'État burundais qui est le principal concerné, qui fait preuve de non-coopération. Alors, avant de clore mes propos, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants et souhaiter en tout cas beaucoup de résilience aux Burundais. Je suis ouvert à la discussion, quelle que soit la forme. La porte du rapporteur spécial reste ouverte. Je m'engage ou je me mets dans une situation de discussion constructive et productive pour faire avancer la question des droits de l'homme au Burundi conformément au texte de la résolution qui institue le mandat du rapporteur spécial pour le Burundi. Je vous remercie, Madame la vice-présidente. Merci à toutes les délégations.